Bienvenue à tous et merci de votre fidélité. Nous sommes très heureux de vous retrouver sur le plateau de Sagesse Bouddhiste pour la suite de nos émissions consacrées à une thématique qui nous touche tous, l'éducation. Après avoir exploré la semaine dernière les nouvelles problématiques et les conséquences que cela peut produire aussi bien sur les enseignants que sur les élèves, nous allons voir qu'il existe des solutions. Face à des comportements nocifs, la pédagogie de l'enseignement du Bouddha propose en effet de développer des comportements bénéfiques. Au lieu de s'opposer et combattre, elle prescrit un antidote. Quel est-il plus précisément? Quel rôle peut jouer dans ce cadre la parole aimante vis-à-vis des autres? Comment mettre ces pratiques en place à un niveau plus large? Nous retrouvons pour en parler notre invitée, Edia Ferjani. Edia, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous retrouver. Alors, je rappelle que vous êtes pratiquante du bouddhisme zen depuis une trentaine d'années auprès du maître Gérard Pilet. Ingénieur de l'École centrale de Paris et agrégé de mathématiques, vous avez enseigné entre autres à l'IUFM de Paris dans le cadre de la formation des futurs enseignants et vous êtes actuellement professeur de mathématiques à Annonay, c'est en Ardèche. Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Alors, nous avons vu la semaine dernière qu'effectivement, face à des comportements nocifs, la pédagogie de l'enseignement du Bouddha propose de mettre en place des comportements bénéfiques grâce à un antidote. Quel est-il plus précisément et comment est-ce qu'il peut aider les élèves qui peuvent mal vivre différents maux qu'on a pu voir, que ce soit l'inattention, le manque de respect, toutes ces choses? Maître Dogen invite le bodhisattva à 4 pratiques. Le bodhisattva aspire à l'éveil en aidant les autres. Ces 4 pratiques sont le don, la parole aimante, l'altruisme et l'harmonie, l'accord. Et on peut relever que ces 4 pratiques concernent la sphère de la relation à l'autre. Alors, on l'a déjà évoqué brièvement la semaine dernière, mais est-ce que vous pouvez nous rappeler justement ce qu'est cette pratique du don qui est essentielle? Il s'agit en réalité de sensibiliser les élèves à la pratique du don, leur faire prendre conscience que dans la vie, le don est partout et que l'on vit dans une chaîne de dons. Leur faire prendre conscience, par exemple, que participer en classe est une forme de don pour soi et pour l'autre. Mais ça peut aussi être dans un autre cadre. Finalement, il n'y a pas que la connaissance qui compte. Prenons la nature, par exemple. Exactement, oui. Vous avez raison. Faire prendre conscience aux élèves que la nature nous fait don, que les personnes qui préparent le repas à la cantine scolaire nous font don, peut transformer la relation de l'élève à la nourriture et peut développer en parallèle la gratitude et le respect envers tout l'univers. Oui, finalement, c'est une question aussi de participation. Participer, c'est une forme de don pour soi et les autres. Exactement. Participer, c'est... si on prend l'exemple de la participation en classe, par exemple, un élève qui va participer, avant, il va réfléchir à sa question. Sa question lui permet d'affiner sa pensée. Elle va lui permettre également de faire le point sur ce qu'il connaît, ce qu'il ne connaît pas. Ça le rend actif dans l'apprentissage. Et ça, c'est un don pour l'élève, pour lui-même. Mais également, on peut dire que c'est un don pour les autres aussi, parce que y a un partage de connaissances, mais également, il donne l'exemple aux autres. Il les encourage à être dans la même dynamique. Oui, c'est un cercle vertueux. Exactement, c'est un cercle vertueux. Alors, justement, tout à l'heure, vous évoquiez la parole aimante. Qu'en est-il et surtout comment la mettre en pratique, ce qui n'est pas toujours évident, notamment dans une salle de classe? Non, ce n'est pas évident au départ, mais ce que l'on peut constater,
et c'est une évidence. Pour qu'un élève arrive à exprimer ses difficultés, lever la main et dire « je n'ai pas compris », il faut qu'il se sente en confiance. Il ne faut pas qu'il ait la crainte de se sentir jugé, dénigré, moqué. Et pour ça, il faut installer l'échange bienveillant entre les élèves, le développer. Alors, ça rejoint d'une certaine manière la pratique altruiste. C'est vraiment comment considérer l'autre et sa singularité. Alors, pour ce qui est de la pratique altruiste, l'entraide est essentielle dans un groupe. Prendre soin, c'est un potentiel chez l'être humain. Et c'est important que l'enseignant aussi participe à le faire développer chez les élèves. Le sens de la coopération, de travailler ensemble, nous met nécessairement dans la posture d'une fraternité. Sans oublier que c'est vrai que s'entraider, être dans la position d'expliquer à autrui, ça permet aussi de mieux maîtriser les apprentissages. En fait, ça rejoint aussi cette valeur bouddhiste très importante qui est l'interdépendance. Le fait de s'entraider, c'est là aussi une chaîne. C'est une chaîne vertueuse, comme vous le disiez tout à l'heure, parce que déjà, prendre conscience que on a tous besoin, à un moment ou à un autre, d'être aidés. Mais comment est-ce qu'on peut faire concrètement? Comment vous vous y prenez justement avec vos élèves pour favoriser cette entraide? Leur laisser le temps. Leur laisser le temps du partage entre eux, par moment. Ça leur apprend également de prendre conscience que parfois l'apprentissage, c'est des questions de rythme, que nous n'évoluons pas tous au même rythme, que tous les rythmes sont respectables. C'est une forme d'ouverture pour eux à l'autre. Accorder du temps pour qu'ils travaillent ensemble, pour qu'ils s'expliquent mutuellement les choses, qu'il y ait une forme de vie et d'échange de connaissances entre pairs. Mais cela suppose une forme d'harmonie, une forme d'accord. C'est la quatrième pratique importante à laquelle nous incite Maître Dogen. Nous savons que la réalité des choses, c'est l'interdépendance. Et que malheureusement, l'individualisme qui gagne du terrain dans nos sociétés occidentales est une forme de déni de cette réalité. Faire prendre conscience, faire évoluer le rapport des élèves vers une harmonie entre eux, ça commence déjà par leur faire prendre conscience de ces mécanismes ancrés qui nous conduisent souvent à commencer par juger l'autre, à le comparer à soi, à ses idées à soi, bref, à être dans des mécanismes qui en réalité sont dans le refus de l'autre. Alors, c'est là qu'interviennent peut-être les rituels. C'est important pour vous, je le sais. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà ce que vous entendez, vous, par rituel? Je sais que le mot rituel est malheureusement a pu être mal interprété dans le milieu scolaire, alors qu'il a ses vertus. Le rituel, pour moi, c'est tout simplement d'avoir des habitudes communes. C'est un outil qui nous permet de respecter des règles qui font que les choses se passent plus facilement et de façon plus harmonieuse. C'est tout simplement, pour moi, qu'on ne commence pas un cours sans se dire bonjour. On ne prend pas la parole sans lever la main. On ne se coupe pas la parole, ni les élèves entre eux, ni les élèves vis-à-vis de l'enseignant, ni l'enseignant vis-à-vis des élèves. Toutes ces petites règles-là qui permettent que
les choses se passent de façon harmonieuse. Et cela permet de mettre un cadre, comme vous le disiez dans la précédente émission, justement. C'est essentiel. Pour moi, la mise en place d'un cadre structurant est essentielle pour qu'il y ait vie en commun. Alors justement, est-ce qu'on pourrait se demander si on ne pourrait pas étendre ces pratiques, peut-être à d'autres niveaux de la société, dans d'autres domaines? Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, dans le cadre scolaire, ce qu'on peut observer dans les pays scandinaves, il y a eu des initiatives dès les années 90. Ils ont mis en place, dès, je crois, dans les années 95, des cours d'empathie de la maternelle au lycée. Alors, ce ne sont pas des cours magistraux, hein, des ateliers, plutôt sous format d'ateliers, où les enfants apprennent à mettre des mots sur leurs émotions pour mieux gérer les émotions négatives, apprennent à développer des attitudes positives, la persévérance, la gentillesse, l'écoute. En France, commence à avoir des initiatives. C'est plutôt positif. C'est positif. Elles sont encouragées par l'institution. On voit que dans certains projets d'académie, garantir le bien-être de l'élève fait partie des axes sur lesquels elle travaille. Mais je pense qu'aussi qu'il faudra renforcer en plus l'autre côté. L'épanouissement individuel de l'élève ne s'oppose pas, à mon sens, au bien-être collectif. C'est-à-dire que ne pas tenir compte seulement de la sphère juste centrée sur l'élève, mais élargir notre attention et redonner l'importance de la vie en société, à la vie de groupe qui prépare à la vie en société. Et cela passe par quoi, selon vous? Peut-être déjà un meilleur dialogue entre les enseignants et les parents? Du dialogue, parce que parents et enseignants sont des éducateurs. Et comme je le disais à la première émission, l'enseignant a un rôle d'éducateur et dont il faut qu'il s'empare de ce rôle, sans tabou. Merci infiniment, Eddia Ferjani, d'avoir été avec nous durant ces 2 émissions. Merci pour vos précieux conseils. Merci à vous. Et si vous souhaitez approfondir ce thème, voici quelques livres. Tout d'abord, Le Zen de Gérard Pillet aux éditions L'Harmattan. L'auteur, Maître Zen, invite ici à retrouver le véritable chemin de cette voie. Il propose également un éclairage spirituel sur les grandes problématiques actuelles, telles que la crise écologique ou le déni de la mort, et interroge le rapport entre zen et philosophie. Sagesse du cœur de Gérard Pillet aux éditions Kanjizai. Alors que notre civilisation moderne s'est efforcée d'étendre l'instruction à tous les membres de la société, elle a en revanche complètement délaissé ce que l'on peut appeler l'éducation du cœur. Cultiver l'empathie, cahier d'activités pour les enfants de Yedi France aux éditions Contredire. Conçu spécialement pour les enfants, ce cahier d'activités regorge d'exercices amusants qui leur enseignent comment comprendre et partager ce que les autres ressentent. Les activités comportent des instructions simples afin que les plus jeunes puissent facilement les compléter et s'entraîner à être réfléchis et prévenus. Et enfin, la méditation pour les ados de Marie-Christine Champeau-Cunin, publiée aux éditions Marabout. À l'adolescence, tout n'est que bouleversement, c'est le moment idéal pour apprendre à souffler, à se poser et à se relaxer pour avancer dans cette période pleine de changements. Cet ouvrage propose d'améliorer le quotidien des ados en leur apprenant à méditer et apprend aux parents à gérer chaque étape de l'évolution de leurs enfants. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la retrouver pendant 1 mois sur la plateforme France.tv. Nous nous retrouvons la semaine prochaine et nous vous souhaitons un très, très beau dimanche.